Bonjour, on attendait beaucoup de cette visite, peut-être trop. Envisagée initialement courant décembre, c'est finalement au début de cette semaine que Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur, s'est rendu en Algérie pour tenter de renouer le fil du dialogue avec Alger. Vous nous direz s'il y est parvenu, Nadia Henni-Moulay, vous qui suivez de près en tant que journaliste la relation franco-algérienne, auteur d'Un rêve, deux rives aux éditions Slatkin et compagnie. Mais d'abord, revenons en images au premier jour de cette visite. Après des mois de tension, elle marque le retour au premier plan d'une coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité. Devant les caméras, les sourires sont de façade. Si Laurent Nunez est à Alger, c'est avant tout pour apaiser des tensions qui durent entre la France et l'Algérie. Repartir du bon pied après 18 mois de brouille intense entre Paris et Alger, la mission est délicate. Restriction de visa accordée aux Algériens, refus des autorités algériennes de reprendre leurs ressortissants expulsés de France, ou encore ces diplomates déclarés persona non grata dans les deux pays. La crise s'intensifie à l'été 2024, lorsqu'Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. S'ensuit alors une série d'incidents avec l'arrestation d'influenceurs algériens et surtout l'emprisonnement de Boualem Sansal, écrivain critique du pouvoir, libéré en novembre dernier. Je pense à Christophe Glaise et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs dizaines de détenus politiques pour des raisons comme ça bizarres, on ne sait pas lesquelles. Christophe Glaise, ce journaliste français condamné à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme. Paris demande depuis des mois sa libération immédiate. Nadia Henni-Moulay, d'après les rares détails qu'on en a eu, cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère plutôt cordiale. Le fait que Laurent Nunez, après qu'il ait vu son homologue algérien Saïd Saïoud, a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, avec lequel il s'est entretenu durant 2 heures au palais d'El Mouradi mardi, c'est le signe d'une visite réussie d'après vous? Effectivement, la visite, en tout cas, ça change par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir ces derniers mois. Effectivement, Laurent Nunez s'est bien débrouillé puisqu'il a été reçu par le président Tebboune. Et on peut espérer effectivement qu'il y ait un apaisement à venir progressivement. On voit bien à quel point cette diplomatie doit se faire aussi de manière discrète et respectueuse. Et finalement, c'est le message qu'avaient voulu faire passer les autorités algériennes. C'était la question du respect, de se parler d'égal à égal, ce qui n'avait pas été fait avec Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur précédent, est-ce dû aussi au fait que Laurent Nunez a lui-même des origines ou des attaches en Algérie, puisque ses parents sont originaires d'Oran? Alors peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a toujours besoin dans cette relation franco-algérienne, donc d'État-État, de se rappeler d'une façon ou d'une autre à la question de la mémoire, de l'affect. Donc oui, effectivement, peut-être que ça a joué, il y a une proximité, il y a une proximité aussi culturelle qui peut aider dans ce cas-là. Cette visite, en tout cas, leur a permis d'acter, selon Paris, la reprise d'une coopération sécuritaire de très haut niveau, pour reprendre les mots de Laurent Nunez à sa sortie du palais d'El Mouradia. Réduire cette relation à sa dimension sécuritaire, c'est une manière aussi de modérer les attentes? Alors, moi, je prendrais le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à réduire cette relation franco-algérienne, justement, à la réduire au domaine de l'émotion, au domaine de la mémoire, de la guerre d'Algérie, etc., etc. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression que, quelque part, cette relation, peut-être sous nos yeux, est en train de muter, de prendre une autre forme. À l'âge adulte, d'une certaine manière. Peut-être, à l'âge adulte, c'est-à-dire que, moi, ce que j'ai beaucoup compris dans les attentes d'Alger, c'est d'être considéré comme un État à part entière, c'est-à-dire un partenaire à part entière, et de ne plus être vu comme l'ancienne colonie qui serait un marché uniquement. On a vraiment ce sentiment, et moi j'ai le sentiment en tout cas que l'Algérie est peut-être en train de créer elle-même un rapport de force avec la France, mais dans la volonté d'apparaître comme un partenaire qui jouerait à jeu égal. Oui, il faut dire quand même que cette coopération en matière de sécurité et de renseignement, elle était à l'arrêt depuis 18 mois, ce qui a fortement manqué, notamment à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, ou encore dernièrement avec les événements du Sahel.
Oui, effectivement. Alors moi, j'ai entendu des experts dire que cette coopération entre la France et l'Algérie au niveau du Sahel n'avait pas été opérante. Je ne parle pas des 18 mois qui sont passés. Je pense que c'est une erreur. Je pense que l'Algérie est un pays pivot quand même dans cette région et par rapport aux problématiques que l'on peut avoir au Sahel. Effectivement, je pense que c'est une urgence. On ne peut pas se dire que la relation franco-algérienne, effectivement, c'est que la mémoire, c'est que la colonisation. Il y a des vrais enjeux sécuritaires. La question du terrorisme, la question du renseignement, la relation aussi avec le Niger, avec les États de l'AES. On a vu ce qui s'est passé il y a 2-3 ans avec les différents coups d'État. Et on sait très bien que l'Algérie, géographiquement, politiquement, diplomatiquement, et d'un point de vue stratégique, est quand même un pays pivot dont, à mon avis, on aura du mal à se passer pour pouvoir pérenniser et être sûr qu'il n'y a pas de problèmes liés au terrorisme en France. Alors on ne sait s'il a été question du sort de Christophe Glaise. Laurent Nunez n'en a pas fait mention publiquement, mais des échanges auraient eu lieu lors de sa rencontre avec le président Tebboune au sujet du journaliste détenu en Algérie depuis juin 2025, alors qu'il préparait, rappelons-le, un article sur le club de football le plus titré du pays, la JS Kabylie. Explication. Il est la cible du régime algérien depuis 1 an et demi. En mai 2024, Christophe Glaise est arrêté en plein reportage sur un club de football de Tizi Ouzou à l'est d'Alger alors qu'il travaillait sans visa presse. D'abord interdit de quitter le pays, il est condamné en juin dernier à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. La justice lui reproche des contacts avec l'un des dirigeants du club, aussi responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un groupe classé terroriste par Alger. La nouvelle de sa condamnation provoque l'indignation à l'international. Des centaines de figures publiques lui apportent leur soutien. La défense du journaliste fait appel, mais la peine est confirmée le mois dernier. Christophe Glaise se pourvoit en cassation pour obtenir un nouveau procès, tandis que sa famille demande au président Abdelmadjid Tebboune de le gracier, comme il l'a fait quelques semaines plus tôt pour l'écrivain Boualem Sansal. Depuis plusieurs mois, le sort de Christophe Glaise alimente la crise diplomatique entre Paris et Alger. Nadia Henni-Moulay, comment interpréter le fait que Christophe Glaise a récemment été déplacé de sa prison de Tizi Ouzou et rapproché d'Alger vers un établissement situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale algérienne, où d'ailleurs Ségolène Royal, à la tête de l'association France-Algérie, a pu lui rendre visite le mois dernier? Je pense que c'est un signe effectivement plutôt positif. On peut espérer que Christophe Glaise sera libéré. En tout cas, moi, en tant que journaliste et citoyenne tout court, c'est ce que je souhaite. Est-ce que ça va produire sa libération? Ça, je peux pas vous en attester. J'ai pas d'informations plus précises que ça. Mais en tout cas, et si on prend l'expérience du cas de Boualem Sansal, on a bien vu à quel point la campagne médiatique qui a eu lieu pour plaider pour sa libération, ce qui était quelque chose de tout à fait normal, mais il y a eu aussi des excès qui, à mon avis, ont retardé un peu la libération de Boualem Sansal, parce que c'est un cas qui relève aussi de la diplomatie, et je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la diplomatie se fait aussi de manière discrète. Donc je pense qu'il faudrait faire en sorte d'éviter ce qui s'est passé avec Boualem Sansal. D'en faire un étendard politique, c'est ce que vous dites? Effectivement, d'en faire un étendard politique. L'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vicot, lui s'est rendu également aux côtés de Christophe Glaise et peut témoigne en tout cas que le journaliste se trouve manifestement, en tout cas à l'heure qu'il est, en bon état de santé physique et psychologique. Il semble que les autorités algériennes, en tout cas, lient son sort. Christophe Glaise, je rappelle, condamné à 7 ans de prison ferme, c'était le 3 décembre dernier en appel, après s'être entretenu donc, avec des personnes du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Les autorités algériennes lient donc son sort à celui de leur agent du consulat de Créteil arrêté dans l'affaire dite Amir DZ, qui est toujours sous instruction. Expliquez-nous. Alors, cette affaire, sincèrement, ce n'est pas une affaire que j'ai suivie de manière extrêmement régulière. Amir DZ, je l'ai découvert au moment justement de la polémique le concernant. Il y a eu un documentaire dernièrement qui a un peu été sujet à discussion, qui a été diffusé sur le service public. Je pense qu'Amir DZ, c'est un influenceur, effectivement, algérien, opposant, que je ne connaissais pas à titre personnel, qui est aussi
aussi le fruit des réseaux sociaux, plus que d'une stratégie qui voudrait qu'il y ait des opposants qui soient financés ou qui soient c'est pas forcément ciblés. un opposant suscité. Voilà, pour moi, je pense que c'est plutôt une résultante des réseaux sociaux. Et voilà, est-ce que les autorités algériennes et les autorités françaises sont en train de négocier ce ne serait pas un cas absolument unique, inédit et unique. Voyons comment ça va se passer. Je n'ai pas trop envie de m'avancer sur ce sujet parce que je vois bien que c'est extrêmement délicat et que ça pourrait porter préjudice à Christophe Glaise, par exemple. L'arrestation, en tout cas, de cet agent consulaire soupçonné donc d'avoir enlevé Amir DZ avait déjà plombé une visite d'apaisement prévue par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot l'année dernière. Une situation qui illustre en tout cas à quel point les polémiques autour des influenceurs empoisonnent la relation franco-algérienne depuis maintenant plusieurs années, Dalila Gomri. Oui, alors on est au début de l'année 2025, dans un contexte assez tendu entre Paris et Alger et des influenceurs algériens ou franco-algériens qui profèrent des menaces sur les réseaux sociaux sont signalés puis arrêtés. L'un d'entre eux est même expulsé vers l'Algérie, mais l'Algérie le renvoie en France. On aurait pu en rester là sur ce fait divers, sauf que ça va alimenter la crise diplomatique et même l'exacerber. Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, engage un bras de fer avec l'Algérie qui l'accuse, je cite, d'humilier la France, ce que réfute l'Algérie qui se défend et qui dénonce à son tour une campagne de désinformation à son encontre de la part d'une extrême droite revancharde et haineuse. Et cette histoire d'influenceur ne s'arrête pas là. Vient ensuite l'affaire avec l'enlèvement présumé d'Amir DZ que l'on vient tout juste d'évoquer. S'ensuit l'arrestation d'un agent, comme vous venez de le dire, un agent consulaire, sans que Paris ne le notifie à Alger, tel que le prévoit la Convention de Vienne. Tout ça a conduit à un engrenage. Alger convoque son ambassadeur, expulsion réciproque d'agents consulaires et de diplomates. On est face à une rupture diplomatique inédite depuis la fin de la guerre d'Algérie. Tout ça pour une histoire d'influenceurs notamment. Nadia Enimoulaye, en entendant cela, est-ce qu'il n'y a pas une part d'irresponsabilité de la part de ces influenceurs qui attisent les rancœurs de part et d'autre ? Alors moi, je pense qu'en tant qu'influenceurs, dans le cadre de la loi, ils ont tout à fait le droit de s'exprimer, ils ont tout à fait le droit d'avoir les opinions qu'ils ont. Mais effectivement, moi, ce qui m'interpelle, c'est comment des affaires concernant des influenceurs pas vraiment connus, qui sont des figures suivies par quelques milliers de personnes peut-être, mais comment cette question-là est entrée dans l'agenda diplomatique entre la France et l'Algérie. Ça veut vraiment dire, dans ces cas-là, que la relation entre la France et l'Algérie est extrêmement fragile, est extrêmement sensible à ce type d'affaires. Moi, c'est ça qui m'étonne. Et c'est pour ça que je me permettais de rappeler quand même que c'est un produit des réseaux sociaux avant d'être un produit politique. Et l'autre point que j'aimerais rappeler, c'est que quand on a vu la façon dont Bruno Retailleau s'est saisi de ces questions-là, les autorités françaises, pour résumer, je fais un petit parallèle avec le silence, par exemple, d'Emmanuel Macron pendant le Hirak. Nous sommes 7 ans après le Hirak. Ouais. Et effectivement, voilà, cette façon un peu empressée de réagir à des affaires qui ne sont pas, à mon avis, du niveau d'affaires diplomatiques, pose question. Mais justement, la France avait pris soin, comme vous venez de le rappeler, de se tenir à l'écart du mouvement de protestation du Hirak en Algérie, au nom, tout simplement, de la souveraineté algérienne, ce qui lui a d'ailleurs été reproché par une partie de la communauté et de la diaspora algérienne. Oui, alors c'est vrai qu'on peut comprendre que les Algériens, en fait, je pense qu'ils n'auraient pas forcément apprécié une démarche paternaliste, post-coloniale, et que la France dicte aux Algériens et aux autorités algériennes ce qu'elles auraient dû faire à ce moment-là. Et en même temps, au titre de ses engagements pour les droits de l'homme, pour la liberté démocratique, etc., on aurait quand même attendu un petit mot d'Emmanuel Macron, sans chercher à faire de l'ingérence, mais en tout cas un mot de soutien. Et donc il y avait vraiment eu le sentiment pendant le Hirak que les autorités françaises, en tout cas Emmanuel Macron, faisaient peu de cas de ce qui se passait en Algérie. Derrière ces tensions, l'accord franco-algérien de 1968 qui régit les conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens ici en France. Un bras de fer politique est engagé. Une partie de la classe politique à droite réclame son abrogation.
Au cœur des tensions entre Paris et Alger, l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 entre l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, et la diplomatie française. Il crée un statut particulier pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France. Contrairement aux autres étrangers, les Algériens n'ont pas besoin de carte de séjour pour rester plus de 3 mois sur le territoire, mais doivent obtenir un certificat de résidence. Signé 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie, qui conduira à son indépendance en 1962, l'accord permet alors à la France de pallier son manque de main-d'œuvre pour soutenir son économie. En 2020, 870 000 Algériens nés en Algérie habitaient en France, soit les plus nombreux ressortissants étrangers dans le pays. L'accord facilite leur entrée en France, où ils peuvent venir y exercer librement une activité de commerçant ou de profession indépendante. L'accès à un certificat de résidence de 10 ans est aussi facilité. En revanche, l'accord relève du droit international et prime donc sur le droit français. Conséquence, les Algériens ne peuvent pas prétendre à d'autres titres de séjour, comme à la carte étudiant programme de mobilité. Les plus jeunes sont donc perdants. L'accord a fait l'objet de 3 révisions, en 1985, 1994 et 2001, mais les grands principes du texte ont été maintenus. Il est aujourd'hui jugé caduc par la droite française qui exige de le renégocier. L'Algérie, de son côté, qualifie cette volonté de projet raciste et islamophobe. Nadia Henni-Mounaï, c'était le 30 octobre dernier. Le Rassemblement national faisait adopter, pour la première fois d'ailleurs, à une majorité d'une voix seulement, une résolution qui vise à dénoncer l'accord de 68. Le gouvernement lui appelle désormais à sa renégociation, faute d'obtenir de la part des autorités algériennes les laissez-passer consulaires nécessaires à l'expulsion des Algériens en situation irrégulière ici en France. C'est un levier acceptable selon vous ? Je pense que sur cette question des accords, ça a été rappelé dans votre reportage, mais on n'a pas assez insisté, je pense que ça ne sera jamais trop, que ce n'est pas un accord privilégié en fait. On sort de la guerre d'Algérie, on sort des accords d'Évian, et puis les accords de 68, ça a été mentionné, mais par exemple pour les étudiants, ce n'est pas forcément très favorable. Pour les entrepreneurs aussi, ceux qui veulent monter une entreprise en France ont besoin d'avoir quand même des cautions assez importantes. Et puis c'est un accord qui a été renégocié plusieurs fois. Voilà. Sur cette résolution, effectivement, les Algériens, de ce que j'ai pu entendre, l'ont vécu comme une nouvelle forme de stigmatisation. Il a été à l'initiative du Rassemblement national, donc pour la symbolique, c'est quand même pas rien. Et puis, cette résolution a été votée alors qu'on était au cœur d'une tempête, d'une stigmatisation. Pour avoir discuté avec de nombreux Algériens à ce moment-là, je peux vous dire que c'était pas forcément facile à vivre. Donc voilà, il faut peut-être replacer les choses dans ce contexte-là. Concernant les laissez-passer consulaires, il faut lire la très bonne interview de Pascal Hérault, journaliste dans un média écrit, qui a l'oreille du président Tebboune. Et le président... L'opinion, pour ne pas le citer. Ouais. Voilà, l'opinion, je vous laisse le faire. Donc, dans cette interview, le président Tebboune, mais c'est la version donnée par l'Algérie, les OQTF, ce que dit le président Tebboune, c'est qu'il souhaite que les OQTF, qui ont des droits, puissent essuyer toutes les voies de recours avant d'être envoyés en Algérie. Donc, si vous voulez, c'est une question administrative qui est brandie par les autorités algériennes, là où les autorités françaises brandissent une question politique d'une Algérie qui voudrait humilier. Oui, mais il y a eu cette attaque au couteau, vous vous en souvenez, à Mulhouse l'an dernier, qui a fait un mort et 6 blessés. On a appris que le suspect en situation régulière avait fait l'objet, d'après le Premier ministre de l'époque, François Bayrou, de 14 demandes de laissez-passer consulaires auprès d'Alger. Vous comprenez que ce soit un sujet d'incompréhension pour une partie de l'opinion publique française ? Oui, je peux comprendre, mais je comprends moins que nos médias, je ne cherche pas à faire de caricature, mais que nos médias ne soient pas plus pédagogues sur ces questions-là. Évidemment, on ne peut que regretter quand une personne qui est sous OQTF, qui n'aurait pas dû être sur le territoire, tue des personnes face à un attentat. Sur ça, il n'y a aucun débat. Mais la réalité, concerne aussi des questions administratives. Moi, je voudrais juste que ce soit sur l'Algérie ou d'autres pays, il n'y a pas que l'Algérie. Oui, parce qu'il faut le rappeler, tous les pays du Maghreb, en l'occurrence Tunisie et Maroc, ont le même pourcentage, en gros, de reconduction, d'exécution de QTF. C'est simplement qu'il y a beaucoup plus d'Algériens en nombre absolu sur le sol français. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est de ramener une question administrative à une question politique. Alors, encore une fois, la question du terrorisme
terrorisme, la question des attaques terroristes, quand elles sont terroristes, parce que parfois, effectivement, ce n'est pas le cas, ce sont des personnes qui sont malades mentalement, ne doit pas être mélangée avec des questions administratives, parce que sinon on entretient le flou et on continue en fait la curée, on continue à jeter l'eau propre sur une certaine partie de la population. Encore une fois, on parle des Algériens, mais demain, ça sera peut-être d'autres personnes. L'élément déclencheur de la crise actuelle, si on cherche dans l'histoire récente, c'est le ralliement de la France en 2024 à la position du Maroc sur le Sahara occidental, objet de conflits identitaires avec l'Algérie. Et Paris n'est pas seul. À l'ONU même, l'Algérie fait face dernièrement à des vents contraires, Sarah Andersen. Depuis des décennies, l'Algérie défend à l'ONU le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est cette même position qu'elle a soutenue lorsqu'elle siégeait au Conseil de sécurité des Nations Unies l'an dernier. Elle a par exemple longuement critiqué les textes présentés qui, selon Alger, s'éloignent de la doctrine onusienne en matière de décolonisation, en expliquant que le peuple du Sahara occidental n'a toujours pas la possibilité de décider de son avenir. Cependant, la récente résolution de l'ONU marque un tournant significatif, puisque en octobre dernier, le Conseil de sécurité a amorcé un pas vers une reconnaissance à terme de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. À Alger, cette résolution a été perçue comme un sérieux revers diplomatique. Elle a aussi été perçue comme le résultat de pressions exercées par les États-Unis, auteurs du projet initial nettement plus favorable à la thèse marocaine. Alors depuis ce vote, les consultations diplomatiques se poursuivent à huis clos en dehors du cadre onusien. On le comprend sur cette question, il y a un grand glissement de la communauté internationale depuis le premier mandat de Donald Trump et donc cette reconnaissance de marocanité par Washington du Sahara occidental. La France pourra à nouveau à l'avenir normaliser ses relations avec l'Algérie malgré une position qu'on sent désormais intangible. Oui, sur ce point, je pense que ça passera pas. Enfin, je veux dire, ça va rester tel quel, mais ça va peut-être pas empêcher la reprise des relations. Maintenant, il faut quand même rappeler que l'Algérie, quoi qu'on en pense, et quoi qu'on pense de la position marocaine, l'Algérie est sur une position de principe. Et quand j'entends que c'est une rivalité franco-algérienne, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil. C'est une question de principe. C'est une position de l'ONU liée à cette commission qui a été créée d'ailleurs pendant la guerre d'Algérie. C'est ce qui explique aussi que l'Algérie soit autant attachée à cette question de l'autodétermination des peuples. Une position qui a fortement affecté en tout cas le travail accompli en faveur du rapprochement franco-algérien autour de la mémoire partagée d'Ali Gomri. Dès son premier mandat, Emmanuel Macron a eu des gestes forts. Il a reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat de Maurice Audin, d'Ali Boumendjel ou encore plus récemment de l'Arbi Ben Mehdi, héros national et chef historique du FLN. La France a aussi restitué 24 crânes conservés au musée de l'Homme en 2020. Or, seuls 6 seraient ceux de résistants. L'Algérie réclame donc toujours la restitution de toutes les dépouilles et les crânes de ces anciens combattants. Alger exige également le retour des objets de l'histoire algérienne spoliés, comme les effets personnels, par exemple, de l'émir Abdelkader, ses épées, son Coran, etc. Sauf que ces objets appartiennent à des musées nationaux et ont donc un caractère inaliénable et imprescriptible, tel que le stipule la loi française. Sauf, peut-être bonne nouvelle, la France vient tout juste de voter un texte qui pourrait permettre la restitution de certains biens, en tout cas lever certaines entraves. Autre élément positif dans ce travail mémorial, c'est l'ouverture des archives par la France, mais sauf que là aussi c'est limité. Les archives concernant tout ce qui peut être qualifié de crimes de guerre ou les armes, notamment nucléaires et biologiques, ne sont pas pour l'heure accessibles. Et oui, c'est là tout le contentieux franco-algérien, l'affaire dite des essais nucléaires qui occupe une place de choix malheureusement dans ces désaccords. Entre 1960 et 1966, ce sont pas moins de 17 essais nucléaires auxquels avait procédé la France dans le Sahara. Alger accuse Paris d'avoir enfoui des tonnes de matériel contaminé et exige de connaître la localisation précise des déchets. Il y a aussi la complexité de l'indemnisation des victimes côté algérien depuis la loi Morin de 2010. Explication avec cet extrait du reportage de Karim Yayaoui pour l'émission Billet Retour. Le désert à perte de vue. Des barbelés qui délimitent une zone où il n'y a pas âme qui vive. Derrière la grille, un ennemi invisible et mortel, la radioactivité.
À quelques centaines de mètres, le point zéro de la première explosion nucléaire française. Notre équipe a pris toutes les précautions nécessaires et ne doit pas rester sur les lieux plus de 15 minutes. Abderrahmane Boualali a travaillé pour l'armée française lors des 4 essais atmosphériques. المسؤولين تاوعنا الله يعمل مولانا ينصرهم في الوقت الحاضر ينوضوا يقوموا بالصح ويحاسبوا فرنسا اللي راهي دارت اكبر جريمه في العالم. Après le dernier essai atmosphérique, la France négociera lors des accords d'Évian la possibilité de continuer ses expérimentations après l'indépendance, au cœur des montagnes du Haut-Gard. Des essais souterrains présentés comme moins dangereux, mais qui connaîtront des épisodes tragiques. Le secret défense empêche toujours d'accéder à toutes les preuves de la contamination des populations et de l'environnement. Dans certaines zones, la radioactivité ne commencera à décroître que dans 24 000 ans. Et là, c'est un cas très concret, hein, Nadia Edi Moulay, d'une évolution de la relation franco-algérienne vers non plus des questions de souveraineté ou de fierté, mais vraiment là, des questions très pratiques et concrètes. Je voudrais quand même dire que les Français issus de l'immigration algérienne, alors je ne suis pas leur porte-parole, mais j'ai jamais vraiment beaucoup entendu parler de ces sujets jusqu'à il y a quelques années. Donc ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de récit des parents, récit des Algériens, leurs enfants sur ces questions-là. Ensuite, sur la question, donc, la question de la décontamination, elle rejoint un autre point, c'est que l'Algérie, contrairement à ce qui est dit, ne demande pas d'excuses ni de réparation financière. Elle demande la reconnaissance et également la décontamination de ces sites nucléaires. Je reprendrai pour terminer la phrase de Ouari Boumedienne de 1974, le président algérien d'alors, qui disait « Les relations entre la France et l'Algérie peuvent être bonnes ou mauvaises, elles ne peuvent pas ou elles ne sont pas banales, en aucun cas. » À quand la banalisation enfin, serait-on tenté de dire ? J'ai envie de vous dire, quand les deux pays se regarderont d'égal à égal, mais avec 2027 qui arrive, je peux vous dire, d'après une source assez proche, assez officielle, que l'Algérie va être vraiment dans un sujet de campagne pour la présidentielle. Ici en France. Merci beaucoup en tout cas Nadia Edi Moulay d'avoir été avec nous dans cette émission. Vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com.